Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la chaîne de la Gentiane Bleue dédiée à la nature et à la permaculture. Aujourd'hui, une surprise, nous sommes en compagnie de Gilles Clément, célèbre jardinier et paysagiste et enseignant de l'École supérieure du paysage. Alors, on lui doit trois concepts importants, le tiers paysage, le jardin planétaire et le troisième, Jardin en mouvement. le jardin en mouvement. Voilà. Donc, le jardin en mouvement, justement, il y a encore des découvertes que vous faites régulièrement, j'imagine. Ah, Au niveau de la biodiversité peut-être. le fait d'avoir une attitude dans la gestion qui est destinée à préserver la diversité fait que cette diversité, en particulier animale, et surtout avec les insectes, est capable de produire des choses qu'on n'a absolument pas prévues. Donc chaque nuit, je dirais chaque matin plutôt, en allant dans le jardin, on découvre quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé. Ça, c'est tout le temps, hein. Ah oui, ça c'est intéressant. Et oui, et puis il y a souvent des animaux qu'on n'a pas rencontrés depuis longtemps, voire pas Oui, du tout. oui. Alors, autre domaine, jadis vous êtes allé au Japon, parce que vous êtes invité par un organisme de recherche sur le paysage. Avez-vous rencontré des plantes intéressantes à acclimater? Alors, je suis allé au Japon en 2015, donc c'est pas très vieux. Hmm. C'était la première fois, ça m'a beaucoup surpris, la force culturelle, disons, du Japon. Et justement, à ce propos-là, j'ai été intéressé par l'usage qu'il faisait du zoysia. C'est une petite graminée qui est très peu connue chez nous parce qu'elle elle est peut-être un peu plus connue dans le midi de la France où elle supporte des chocs climatiques. Mais elle a une caractéristique, c'est d'être verte pendant une période assez courte et qui est plutôt estivale. Et pendant la période hivernale, elle est la couleur de cette table encore plus claire, un peu jaune. D'accord, Elle est elle est en paille, repos, quoi. couleur paille, elle est au repos, elle dort. Et j'ai visité plusieurs fois des jardins où ça couvre le territoire en tant que gazon, sauf que le gazon est donc jaune. Mais c'est très beau parce que toute l'organisation de l'espace se fait par contraste avec cette couleur claire, avec des buissons, des arbustes foncés, et ça crée un paysage remarquable d'un point de vue de l'esthétique, c'est extrêmement intéressant, et eux, ils ont l'habitude. Donc le modèle culturel est celui-là, qui ne serait probablement pas du tout accepté chez nous, et vous Oui, savez peut-être, on dirait qu'elle serait malade ou morte, voilà, ça passerait pas. voilà. Il y a même des gens qui peignent l'herbe en vert dans les pays où il fait trop sec, comme en Californie. Bon, là, c'est un peu terrible parce que tout a brûlé, mais il y a des entreprises de peinture de gazon en vert. Ah oui, Oui, ah oui, parce qu'il ne pleut plus depuis je ne sais pas oui, combien c'est d'années. trop la sécheresse, il Voilà, voilà. faut pallier, il faut tricher, Ils quoi. ont pas de zoysia. Alors, deuxième question, vous intéressez-vous à la permaculture urbaine? L'exemple de la ville de Détroit, par exemple, qui a remis des potagers urbains tout autour, et dans la Alors, ville aussi. en général, c'est les potagers en fait qui sont arrivés dans les villes il y a maintenant pas mal d'années, mais il y a environ une quinzaine d'années ici à Paris, par exemple, il a été inauguré le premier jardin partagé, qui est plutôt un jardin pédagogique, mais il y a Mhm. quand même c'est des légumes, majoritairement des plantes vivrières qui sont cultivées là. Aujourd'hui, il doit y en avoir 150 dans Paris, ou je ne sais pas combien. On est dans la ville, hein. Bien sûr. Et ça, c'est assez impressionnant parce que ça se développe beaucoup. Une ville comme Détroit, c'est un peu différent parce que Bah oui, là, c'est l'abandon des terrains. On est sur des terres parfois polluées qui posent des problèmes. Et les gens, bah, les métaux lourds, par exemple. par exemple, et les gens qui ont fait les potagers pour des raisons de survie, parce que ce sont des gens qui n'ont plus de métier, qui n'ont plus qui n'ont plus de revenus, qui n'ont plus, ont évidemment pris un peu le risque de la consommation de produits qui peuvent être toxiques. Mhm. Mais pour le retour global n'est pas négatif. Et ça, c'est quand même pas mal. On sait bien qu'il ne faut pas manger de racines, par exemple, dans un sol qui a été pollué. Elle Il concentre vaut les mieux, éléments nocifs. voilà, il vaut mieux manger comme un fruit les éléments éloignés du sol. Bon. La permaculture en soi, c'est autre chose, puisque c'est une technique Oui. de culture qui permet d'avoir une production assez dense sur un espace petit, mais elle n'est pas forcément très répandue, elle, dans les villes, mais elle prend de l'ampleur de plus en plus, parce que ça a un rendement remarquable alors qu'on reste en bio. Oui. C'est exceptionnel. Bah, c'est un espoir, en fait. Voilà.
Troisième question, à propos du Roundup, j'ai récemment lu que ça allait coûter cher à la SNCF si on l'abandonnait. Euh, alors qu'il existe forcément des techniques autres pour faire de gestion notamment. Alors, il est certain que pour la SNCF, passer un produit qui tue tout, au lieu d'avoir des gens qui interviennent manuellement, c'est une économie. Bien sûr. Mais on ne fait pas le calcul, le coût écologique de la chose. Si on le faisait, on dirait stop, tout de suite. C'est un poison. Mm. Et c'est extrêmement dangereux. Si on est dans, c'est sur le terrain de l'agriculture, mais aussi de tous les jardins, les particuliers continuent de l'utiliser, hein, Je sais bien. c'est extrêmement vendu. Bien que les directions des espaces verts dans les villes qui ont arrêté ça depuis déjà pas mal de temps, tant mieux. Mais c'est très peu par rapport aux millions de tonnes utilisées pour le reste. Et la planète en souffre, mais les humains, pour commencer. On pourrait imaginer, pour la SNCF, on pourrait imaginer des tas de changements d'usage des voies, comme par exemple faire du ferroutage. Ça rentrerait dans les politiques de non-pollution et de lutte contre c'est pas de la lutte, mais enfin c'est la diminution de l'accélération du changement climatique. On ne le fait pas pour l'instant. Pour imaginer un changement de modèle économique où on va enfin créer des emplois justement pour l'entretien des voies ferrées avec des techniques différentes qui vont être plus coûteuses en emploi mais qui n'auront pas un coût écologique. Et là, il faut faire le bilan. Bien sûr. Et se dire, bon ben voilà l'argent dont on dispose, mettons-le dans quelque chose qui n'est pas dangereux. Et ça peut créer des emplois. Et on sait bien qu'en passant en général vers les gestions écologiques, on crée des emplois. On est en recherche de création d'emplois. Pourquoi on ne fait pas? Oui, donc c'est une question de volonté politique. C'est Enfin. une question de programme politique, de volonté politique et de lutte contre les grandes multinationales qui prennent le pouvoir. Alors, pour rester justement sur le même thème, la biodiversité menacée, là plus dans les campagnes, les plantes messicoles et rudérales, donc rudérales qu'on trouve sur les décombres et messicoles sur les cultures, notamment de blé, disparaissent des campagnes à cause de l'artificialisation aussi des campagnes, parce que les bords de route c'est les dépareuses, mais dans les champs il y a le Roundup, alors ce fameux Roundup qui revient justement, et c'est d'actualité. Nombre de citoyens pensent et de certains politiques aussi pensent qu'il faudrait quand même qu'on l'abandonne, mais voilà, il y a des fausses études de Monsanto qui sont là pour prouver le contraire. C'est quand même un combat, quoi. Voilà, c'est pareil, ça serait sûrement les mêmes solutions à apporter, mais avec des techniques différentes. Dans la campagne, on pourrait recréer des emplois si on remettait les gens dans les champs, simplement. Tout simplement, bien sûr. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la terre à vendre, la SAFER prend le droit de préemption pour la redonner à qui elle veut. Et elle la redonne d'une façon à peu près systématique à l'agriculteur qui est déjà à une énorme surface pour l'agrandir encore. Car l'idée, c'est une vision complètement technocratique, c'est celle du rendement sur une grande surface avec un outillage qui est extrêmement coûteux, qui endette ces exploitants agricoles, et les techniques de gestion de l'agriculture conventionnelle intensive, qui est dramatique. Et là où on avait, je ne sais pas moi, des familles, mettons une quinzaine d'exploitants agricoles, il n'y en a plus qu'un, vraiment plus qu'un, et il a du mal à faire vivre sa famille malgré tout, parce qu'il faut qu'il rembourse ses emprunts, il faut qu'il accepte l'ordre qui consiste à dire je fais ce que vous me dites à Bruxelles pour avoir les primes, pour rembourser, mais on sait qu'il ne remboursera jamais. Et ils finissent par se suicider, vous connaissez le taux de suicide. Oui, c'est les premières victimes du système, voilà. Et en plus ils s'empoisonnent avec les molécules qu'on voilà. leur demande Donc de mettre. c'est assez horrible, et on sait bien qu'il faut changer complètement tout ça. Or, il y a, ça c'est vraiment ce que j'appelle l'alternative ambiante, c'est-à-dire des initiatives un petit peu indépendantes, qui disent non, tant pis pour les primes, je ferai ce que j'aurai à faire moi, je décide de ce que je veux produire. Ils se débrouillent grâce à Terre de Liens, grâce à d'autres organismes pour trouver de la terre, ça c'est pas facile, ce sont des jeunes généralement qui font ça. Et sur des surfaces petites, ils obtiennent des productions qui sont justement de qualité et avec une distribution qui est locale. Alors, on rentre dans un modèle économique qui est plus intelligent et le coût écologique de tout ça est très bas. Donc c'est possible.
C'est possible et on a intérêt à le faire parce que c'est pour Intérêt le à bien-être faire. collectif, quoi. Et on pourrait, si on élargissait tout ça, créer des emplois. Mais on fait tout à fait autre chose et l'histoire de la consommation de la viande est importante hein, sur le territoire planétaire en général. Hein. On a de plus en plus de végétariens, de plus en plus de recettes véganes, etc. Bon d'accord, c'est un peu à la mode. Mais en fait, on produit énormément de viande encore. Énormément. Or, pour obtenir 1 kilo de protéines de source végétale et le comparer avec 1 kilo de protéines de source animale, on multiplie toujours la surface de sol si on est en animal. Ah oui, il faut Toujours. plus d'eau, plus de céréales. Voilà. C'est Le pas... maïs, on le fabrique pour la vache. Hmm. Et on multiplie par 14 s'il s'agit de bovins. 14 fois la surface nécessaire pour faire 1 kilo de protéines dont l'homme a besoin. C'est énorme. Voilà. Ok, donc toujours sur la biodiversité, la libellule que vous avez choisie comme symbole du jardin planétaire. Donc les zones humides sont souvent maltraitées, voire supprimées. Nous avons grandement perturbé le cycle de l'eau au niveau de la planète. Et selon vous, quelle solution on peut apporter à ce problème qui est récurrent partout d'ailleurs? Alors la quantité de l'eau sur la planète, elle ne change pas. Elle est soit glacée, soit en océan, soit en brume, soit en nuages, enfin bon, en neige, etc. Mais elle se répartit différemment en fonction des changements climatiques et surtout, et c'est ça le plus dangereux, elle se disqualifie, c'est-à-dire qu'elle perd ses qualités biologiques de substrat de vie. On ne peut pas vivre sans eau. Si j'ai choisi la libellule comme symbole, c'est parce qu'elle explore l'eau de l'eau, sa larve est aquatique, carnivore et aquatique, et quand elle change de peau et qu'elle devient, dans sa mue imaginale, qui est la mue finale, un insecte volant, eh bien là, elle explore l'eau de l'air pour moi. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau partout. Il y en a de l'eau dans le corps, il y a de l'eau là dans l'air. On ne la voit pas, mais enfin, les conditions de la condensation y seraient qu'on la verrait. Elle est en suspension dans l'atmosphère. En suspension, absolument. On ne peut vraiment pas vivre sans eau. Donc c'est la qualité de l'eau, la quantité, on sait qu'elle existe. La répartition change. Il y a des zones qui se désertifient, d'autres au contraire, on a des moussons qui s'accentuent, etc. Mais là en ce moment, en Afrique, il y a des inondations importantes. Voilà, il y a d'autres moments, d'autres secteurs, c'est violent, mais la quantité est là. Seulement, il faut que la qualité soit là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau que l'on boive soit systématiquement traitée avec des produits chimiques pour être buvable, parce qu'elles ont été maltraitées chimiquement aussi d'ailleurs. On ne peut plus boire l'eau de la source en France, sauf sur 2 ou 3% du territoire, c'est-à-dire presque plus rien. Non, mais ça c'est important Tout comme est chiffre, pollué. les gens n'ont pas Tout assez est pollué. conscience de ça. On ne peut plus boire l'eau. Tout est sous intrant d'origine chimique, bien sûr, pour l'exploitation agricole, et que moi j'habite la Creuse, il y a eu des invasions de cyanobactéries considérables dans tous les plans d'eau cette année. Avec la chaleur? Avec la chaleur, mais surtout avec la pollution. Oui, les deux combinés. Les deux combinés, bien sûr. Ok, nous allons faire une petite pause et puis nous allons vous retrouver après.